Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, l'immigration, l'autre échec d'Emmanuel Macron. Pire que Hollande, et ce n'est pas fini. Sans transition ou presque, un reportage sur le déplacement d'une maternelle située à proximité d'un point de deal à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. Et enfin, face à Trump, Xi chasse la croissance et les débouchés. Édouard Chano reviendra sur le bras de fer sino-américain. Paris, paradis migratoire européen. La France est le pays européen qui a reçu le plus de demandes d'asile sur un mois. Le bilan d'Emmanuel Macron en matière d'immigration est, lui, de plus en plus accablant. On accueille trop de gens, trop d'étudiants où on regarde moins ce qu'ils font et si c'est intéressant pour notre pays, pour leur pays. Je crois que là-dessus, il y a vraiment de quoi travailler à l'avenir et de mieux choisir ceux qui viennent sur notre territoire. À croire que Sylvain Maillard vient d'arriver. Ce député macroniste s'exprimait au micro de CNews jeudi et admettait qu'il y avait trop d'immigration en France, tout en affirmant que le pays a besoin d'une immigration de travail. Sylvain Maillard est pourtant député depuis près de 8 ans et a participé à une majorité qui a largement poussé à accélérer la dynamique migratoire. En février 2025, la France est devenue le pays européen ayant reçu le plus de demandes d'asile en un mois, avec 13 065 candidatures, devançant l'Espagne en dessous de 13 000 et l'Allemagne, 12 775. Ce record, établi par Eurostat, est une première depuis au moins 5 ans et illustre l'échec des politiques migratoires du pouvoir macronien en la matière, qui semble incapable de juguler les flux migratoires tout en laissant s'aggraver les problèmes liés à l'immigration irrégulière. L'attractivité de la France n'est évidemment pas liée à sa culture, mais à ses prestations sociales généreuses pour les demandeurs d'asile. Selon une étude de la Fondapol, les demandeurs d'asile non hébergés perçoivent 426 € par mois, un montant supérieur à celui de l'Allemagne, 367, ou de la Suède, 201 €. À cela s'ajoute l'aide médicale d'État, l'AME, qui a coûté 1,2 milliard d'euros en 2024, offrant des soins gratuits aux étrangers en situation irrégulière. Pendant ce temps, l'Allemagne, confrontée à des attentats comme ceux de Solingen et de Magdebourg, a durci sa politique migratoire, réduisant ses demandes d'asile de 50% entre juillet 2024 et mars 2025. C'est donc possible. En France, aucune mesure comparable n'a été prise, renforçant l'attractivité du pays pour les migrants extra-européens privés de la destination germanique notamment. Le traitement des obligations de quitter le territoire français, les fameuses OQTF, incarne l'un des échecs les plus patents de la présidence Macron. Entre 2019 et 2022, près de 450 000 OQTF ont été prononcés, mais seuls 10% environ ont été exécutés selon la Cour des comptes. Pire encore, sous la présidence Macron, les mesures administratives d'éloignement ont diminué, environ 24 000 par an contre 29 000 sous François Hollande. Au cœur de cette question migratoire, un tabou français. Alors que la gauche a imposé son mantra qui consiste à dire que l'immigration est une chance, les oppositions de droite peinent encore à affirmer le contraire. Et lorsqu'elles le font, c'est en prenant des pincettes à l'image du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. C'est que les capacités d'accueil de la France sont dépassées. On accueille environ un demi-million d'étrangers en situation régulière ou irrégulière par an. On ne peut plus les accueillir dans de bonnes conditions. C'est la raison pour laquelle j'avais créé cette polémique en indiquant que quand une immigration notamment n'est pas maîtrisée, et dans ces conditions, l'immigration n'est pas une chance. Dans ces conditions, le ministre apporte là une nuance qui lui permet de rester dans le gouvernement, mais qui en dit long sur la gêne éprouvée et le manque de clarté dans les propos. L'origine de l'immigration n'est jamais évoquée comme un facteur de déstabilisation. Entre 2017 et 2021, 1,28 million de premiers titres de séjour ont été accordés à des immigrés non européens, soit une moyenne de plus de 255 000 par an, contre moins de 220 000 en moyenne sous François Hollande. Les demandes d'asile ont également atteint un pic de 177 822 en 2019, et malgré la crise sanitaire qui a temporairement freiné les flux, la tendance haussière a repris dès 2021. Parallèlement, les départs sont rares. En 2019, 90% des 300 000 personnes ayant quitté la France étaient des nationaux, selon Eurostat. Un rapport de la Cour des comptes de janvier 2024 fustigeait, lui, l'inefficacité de la lutte contre l'immigration irrégulière, dénonçant un manque de moyens administratifs et une législation modifiée 133 fois en 10 ans, sans résultat tangible. L'échec en la matière est celui d'Emmanuel Macron, mais aussi du ministre Gérald Darmanin, qui a été en poste à l'intérieur pendant plus de 4 ans et qui se verrait bien à l'Élysée dans 2 ans.
À Saint-Ouen, les dealers font-ils la loi ? Le déplacement d'une maternelle située à proximité d'un point de deal n'a pas manqué de faire réagir. Reportage. Les dealers ont-ils gagné à Saint-Ouen ? Le 3 mars dernier, les parents d'élèves de la maternelle Émile Zola dans la cité Arago ont voté pour le déménagement de l'établissement. La raison, un des principaux points de vente de drogue de la ville a élu domicile à côté de la petite école. En 2021, le four de la cité Arago est devenu le plus lucratif de la ville, profitant des guerres que se livraient les autres gangs. De quoi rendre le quotidien des riverains insupportable pour les élèves comme pour les parents. Les dealers n'hésitaient pas à jeter de la drogue dans la cour pour échapper au contrôle de police, poussant l'école à installer un filet. Une fenêtre de l'école avait aussi été endommagée par le jet de bonbonnes de gaz hilarant. Enfin, les courses-poursuites entre les policiers et trafiquants étaient nombreuses en plus des rivalités entre dealers. Un constat sur lequel est revenu un ancien policier de Saint-Ouen au micro de TVL. Au début, quand ils s'installent, c'est toujours calme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de violence. C'est après, quand les règlements de compte commencent à arriver, c'est là qu'il y a des inquiétudes qui se font de la part des habitants et puis aussi des parents d'élèves, c'est sûr. Mais au début, quand il y a ces points de deal qui s'installent, souvent il y a une bonne entente entre les dealers et entre les habitants, parce que c'est leur but, le business comme on dit. Mais c'est pas vraiment envers les habitants que les dealers en ont, c'est vraiment ce qu'il y a autour, ce qui gangrène autour de tout ça. C'est les règlements de compte, les tapages nocturnes, enfin les nuisances qui peuvent. Mais en général, c'est pas leur intérêt. Quand ils viennent s'installer à un point de deal, c'est pour faire leur business en toute tranquillité. En général, ils calment le jeu, eux, en interne, pour pas avoir de problème avec déjà la police qui passe déjà régulièrement. Voilà. Et ce qui pose problème, c'est vraiment les règlements de compte, les coups de calage qui passent comme ça, des balles perdues, et effectivement des gens qui ont peur de ça, quoi, tout simplement. Le déménagement de la maternelle se veut temporaire, le temps d'assécher le trafic de la cité Arago. Sous l'égide du maire socialiste Karim Bouamran, la plupart des points de vente de la ville ont déjà été fermés. Le maire de la ville applique une méthode simple, chasser les trafiquants, puis les empêcher de revenir en augmentant les effectifs de police, les caméras et surtout en transformant le paysage urbain de sa ville. Il y a le temps moyen et long terme, c'est-à-dire assurer une présence publique, des associations, des commerces de qualité et on rénove, on réhabilite, on végétalise. Une véritable méthode Saint-Ouen, félicitée dans un rapport du Sénat l'an dernier. Problème, si cette méthode a déjà fait ses preuves dans la ville et pourrait libérer bientôt la maternelle Émile Zola, les communes voisines pourraient se transformer en véritable zone de repli du trafic. L'économie chinoise à la croisée des chemins. Quelques jours après l'explosion des taxes douanières américaines et la riposte de Pékin, l'empire du milieu fait une démonstration de force en affichant une santé économique de fer. Chant du cygne ou supériorité affichée, Édouard Chenot. Jusqu'ici, tout va bien. La Chine enregistrait le 16 avril une croissance de 5,4% au premier trimestre 2025, selon le Bureau national des statistiques du pays. Un chiffre synonyme de victoire pour Pékin, qui déjoue ainsi les pronostics des analystes occidentaux qui tablaient sur une croissance plus modeste, entre 4,4 et 5,1%, bien loin de leur propre performance. Mais ces résultats sont aussi les derniers avant l'entrée en vigueur des tarifs douaniers de Trump. En effet, le nouveau président américain, désirant relancer la production de son pays, a imposé un tarif douanier de 145% à Xi Jinping, tout en ouvrant la voie à d'autres restrictions commerciales sur les semi-conducteurs ou encore les produits pharmaceutiques. Le dirigeant chinois a riposté en brandissant des droits de douane de 125% sur les produits américains, provoquant une nouvelle escalade verbale de Donald Trump qui a menacé hier 16 avril d'accroître son tarif à 245%, rien que cela. Alors du côté du ministère chinois du Commerce, on déclare vouloir se battre jusqu'au bout si Washington continue d'intensifier ses attaques commerciales. Et selon Laurent Michelon, entrepreneur français en Chine et auteur de l'essai Comprendre la relation Chine-Occident, Xi Jinping a de quoi rester confiant. Écoutons-le. Donc ça n'est pas comme dans un contexte anglo-américain, une tentative de bomber le torse, de faire des déclarations tonitruantes, de bluffer, surbluffer une escalade dans le bluff, comme on peut s'y attendre de la part de l'administration Trump. Là, c'est très différent. Si le gouvernement chinois le dit, c'est qu'il est prêt à le faire. Il faut bien se rappeler que les premières menaces de guerre commerciale de l'administration Trump ont commencé en 2018, lors de son premier mandat, et que la Chine, depuis, n'est pas restée assise sur ses mains, et qu'elle a recherché de nouveaux débouchés qu'elle a réussi à trouver en l'espace de 6 à 7 ans.
Car bien sûr, ce sont les exportations qui soutiennent les performances économiques chinoises et la stabilité du pays. Elles ont augmenté de 12,4% en 2024, les importations baissant quant à elles de 4,3%. Et signe d'une certaine fièvre, les entreprises chinoises ont aussi voulu profiter du temps qu'il leur restait avant l'application des tarifs de la Maison-Blanche. Les exportations de l'Empire du Milieu vers l'Oncle Sam ont bondi au mois de mars de 9% selon les chiffres des douanes publiés lundi. Il faut dire que la situation économique de Pékin reste fragile. La croissance à 5%, bien qu'objectif gouvernemental affiché, reste atone pour ce pays qui connaissait, encore en 2010, une croissance à 2 chiffres. Et l'Empire du Milieu a bien compris depuis le premier mandat de Trump que la guerre commerciale menaçait de s'intensifier, mettant ainsi en branle une réorientation de ses exportations. En 2024, la Chine a d'ores et déjà signé une trentaine d'accords bilatéraux. Xi Jinping est d'ailleurs actuellement en tournée en Asie du Sud-Est. Mardi au Vietnam, mercredi en Malaisie et jeudi au Cambodge. 3 marchés cruciaux pour rediriger les biens de consommation courants made in China, des ordinateurs à la téléphonie. Plus discrètement, les entreprises chinoises, notamment celles menacées de se voir expulsées du marché américain, ont missionné des émissaires pour dénicher de nouveaux débouchés pour leurs produits en Amérique latine ou encore en Afrique. Les perspectives ne seraient donc pas si inquiétantes si l'on en croit Laurent Michelon. La Chine doit bien sûr s'inquiéter des effets de la guerre des tarifs douaniers, des droits de douane qui est déclenchée par l'administration Trump. Cela dit, il faut relativiser parce que l'administration Trump a déclaré qu'elle allait exempter l'équivalent de 127 milliards de dollars US d'importations chinoises de tous ces nouveaux droits de douane. Ça représente environ 1/3 des importations annuelles des États-Unis en provenance de la Chine. Donc il y a déjà 1/3 des produits qui sont exemptés de ces droits de douane. Et sur les 2/3 restants, les États-Unis ne vont pas pouvoir arrêter comme ça du jour au lendemain les importations en provenance de Chine, même s'ils essayent de recréer leur base industrielle. C'est quelque chose qui va prendre des années. Il n'y a pas d'alternative à la Chine en termes d'importation. Donc, ce qui va se passer, c'est que les marques chinoises qui vont pouvoir répercuter les droits de douane sur leur prix, sur des produits que les Américains vont devoir acheter de toute façon, elles le feront. Celles qui ne peuvent pas le faire sortiront du marché. Elles l'ont déjà annoncé. Et ce qui se passe en ce moment, c'est que dans le sud de la Chine, où sont concentrées la plupart des usines, ces usines sont déjà à la recherche de débouchés alternatifs en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine. Pour l'heure, les exportations représentent 20% du PIB chinois, mais celles vers les États-Unis seulement 2% de celui-ci. D'après Laurent Michelon, les consommateurs américains auraient donc plus à perdre dans l'affaire que l'industrie chinoise. Il est certain que cette modification de l'environnement commercial mondial va forcément impacter son industrie. Mais c'est plus on va dire, vers une modification du tissu industriel et une modification des destinations plutôt qu'une catastrophe économique comme on l'entend dans certains médias occidentaux. En définitive, la véritable menace pour Pékin ne serait pas bilatérale. Dans le monde multipolaire qui semble se dessiner, la relation entre la Chine et l'Union européenne devient capitale pour Xi Jinping. C'est la perte cumulée des consommateurs américains et européens qui serait donc la plus grande crainte pour Xi, comme l'explique Laurent Michelon. Ce qui est important, c'est de voir si l'administration Trump réussira à tordre le bras à l'Union européenne pour la forcer à la suivre en fait dans cette escalade et dans ce découplage avec la Chine, puisque de facto ce qu'imposent les États-Unis, c'est un embargo en fait sur les produits chinois. Quand on met des droits de douane à plus de 50%. De facto, c'est un embargo. Là, on voit qu'on est déjà à 145%. Donc, si l'Union européenne, avec son marché de plus de 500 millions de consommateurs, donc qui est presque 2 fois plus gros que celui des États-Unis, suit les États-Unis, là, effectivement, ça risque d'être des années difficiles à venir pour l'économie chinoise, mais ce ne sera pas sans conséquence non plus pour l'économie européenne et pour l'économie nord-américaine. La guerre commerciale menée par les États-Unis pourrait donc redéfinir les équilibres mondiaux. Reste à savoir de quel côté penchera l'Union européenne entre Donald Trump et Xi Jinping. Passons à présent à l'actualité en bref en France.
Un peu de brun sur le rouge socialiste. Le député Philippe Brun défie Olivier Faure pour le congrès du PS de l'été prévu du 13 au 15 juin. À 33 ans, cet élu de l'Eure se lance dans la bataille interne. Allié à des figures comme Jérôme Guedj et Laurence Rossignol, il porte un projet qui se veut de centre-gauche tout en se disant tourné vers les classes populaires, proposant une adhésion au PS à 5 € et un principe de parité populaire pour inclure ouvriers et classes moyennes. Les candidatures se multiplient dans l'aile molle du PS avec l'ancien concurrent d'Olivier Faure, Nicolas Maillard-Rossignol, ou encore le président du groupe socialiste à l'Assemblée, Boris Vallaud. Tout l'enjeu pour le parti sera de choisir s'il suit une trajectoire favorable à une alliance à Jean-Luc Mélenchon et sa France insoumise, ou s'il parvient à se couper de cet allié électoralement utile, mais très encombrant. Les médecins en grève contre la régulation des installations. Les médecins libéraux, internes et étudiants en médecine appellent à une grève nationale à partir du 28 avril et à une manifestation le 29 avril à Paris et en région pour s'opposer à une proposition de loi transpartisane visant à lutter contre les déserts médicaux. Ce texte, porté par le socialiste Guillaume Garot et partiellement adopté début avril, impose aux médecins de solliciter l'accord des agences régionales de santé, ARS, pour s'installer avec des restrictions dans les zones bien pourvues en soignants. Les syndicats unanimes dénoncent une mesure qui fragiliserait l'attractivité de la médecine libérale, considérée comme un pilier du système de santé. Si certains syndicats modèrent l'appel à une grève illimitée, tous soutiennent les jeunes médecins dans leur mobilisation. L'UMA met des cibles dans le dos des curés. L'organe historique du Parti communiste vise le frère Paul Adrien, un prêtre catholique connu sur les réseaux sociaux. Il rencontre une très forte audience avec ses vidéos sur la foi catholique ou contenant des conseils destinés aux jeunes chrétiens et aux personnes s'interrogeant sur le christianisme. Dans une vidéo publiée mardi, l'Humanité fustige des liens qu'entretiendrait cet ecclésiastique avec des personnes qui côtoieraient les hommes d'affaires Vincent Bolloré et Pierre-Édouard Stérin. Le journal critique par ailleurs son amitié avec l'abbé Mathieu Raffray. Dans la nuit de samedi à dimanche, plus de 7000 adultes seront baptisés en France, soit bien plus que le nombre de nouvelles adhésions au Parti communiste français. L'abbé Pierre, icône de la gauche socialiste, ciblé, lui, post-mortem. Ce jeudi paraît un livre intitulé Abbé Pierre, la fabrique d'un saint. Les journalistes Laetitia Chérel et Marie-France Etchegouin ont eu accès à des archives du Vatican et avancent que non seulement le clergé français connaissait depuis les années 50 les déviances sexuelles de l'abbé, mais que le Saint-Siège en avait été informé également. Le livre souligne que le Vatican avait entrepris de le surveiller. Reste que les agissements de l'abbé Pierre étaient un secret de polichinelle partagé aussi par les élites laïques, notamment de gauche, qui ont trouvé leur intérêt à fabriquer leur propre saint. Par ailleurs, et dans un registre plus juvénile en la matière, toute la gauche sait aussi pour Jack Lang, mais personne ne dit rien. L'actualité internationale en bref. Les chrétiens nicaraguayens en plein chemin de croix. Dans le pays d'Amérique centrale, le pouvoir mené par le président Daniel Ortega se durcit contre l'Église catholique. 14 000 policiers seraient dépêchés pour empêcher les processions pendant la Semaine sainte qui se déroule actuellement. Les fidèles craignent des policiers en civil qui surveilleraient et pourraient enregistrer les prédications afin d'y déceler d'éventuelles paroles contraires à la politique du gouvernement. Depuis 2018, au Nicaragua, c'est une répression qui s'abat sur l'Église. Agressions physiques contre les églises, emprisonnement arbitraire de prêtres, interdiction des processions, fermeture de comptes bancaires des diocèses et des paroisses, fermeture d'universités et de médias catholiques, ou encore l'expulsion d'un évêque, comme le président de la conférence des évêques du Nicaragua, exilé au Guatemala. Jean-Luc Mélenchon, dernière très disserte sur la politique en Amérique latine, ne s'est pas prononcé sur ces nouvelles exactions. 7 pays sûrs pour limiter l'asile. La Commission européenne a dévoilé mercredi une liste de 7 pays qualifiés de sûrs, le territoire du Kosovo, le Bangladesh, la Colombie, l'Égypte, l'Inde, le Maroc et la Tunisie, visant à restreindre les demandes d'asile de leurs ressortissants. Cette mesure cherche à accélérer le traitement des dossiers et à faciliter les rapatriements, en présumant que ces candidats ne remplissent pas les critères de réfugiés. Si certains États comme la France utilisent déjà des listes nationales, l'UE ambitionne une harmonisation pour éviter que les demandeurs d'asile ne ciblent des pays aux règles plus souples. La proposition saluée par l'Italie doit encore être validée par le Parlement européen et les États membres. Un projet similaire avait échoué en 2015, notamment à cause de controverses autour de la Turquie. Les Britanniques savent distinguer un garçon d'une fille. Mercredi à Londres, la Cour suprême a affirmé que c'est le sexe, et non la dite identité de genre, qui définit une femme aux yeux de la loi. Depuis 2018, l'association For Women Scotland, pour les femmes d'Écosse, s'opposait au gouvernement local d'Écosse. Édimbourg interprétait la loi britannique de 2010 sur l'égalité de la manière suivante. Si une femme transgenre, autrement dit un homme prétendant être une femme, a obtenu un certificat de reconnaissance de genre à l'issue de sa transition, il doit être considéré comme une femme.
L'association For Women Scotland pointait les dangers d'une telle interprétation, permettant ainsi à des hommes d'aller dans des centres d'hébergement pour femmes. Le sujet a fait du bruit en Écosse avec l'affaire du prisonnier condamné pour viol qui a déclaré une transition de genre pour être incarcéré dans une prison pour femmes. Londres remet Big Ben à l'heure et appelle ainsi les Écossais à revoir les fondamentaux. L'Australie aura-t-elle aussi son Donald Trump? À l'approche des élections législatives du 3 mai, cet État-continent vit une campagne électorale intense. Les électeurs choisiront les 151 membres de la Chambre des représentants et 40 des 76 sénateurs. Le Premier ministre travailliste Anthony Albanese affronte Peter Dutton, leader de l'opposition libérale, dont les propositions, notamment sur le logement, sont parfois qualifiées de radicales et nationalistes. Peter Dutton promet d'interdire aux étrangers d'acheter des logements existants et de réduire l'immigration. Anthony Albanese critique ces mesures et défend un modèle qu'il dit social, notamment en matière de santé, mais qui s'avère être très libéral en matière d'immigration. Si les sondages donnent l'avantage aux travaillistes, la campagne reste serrée. En cas de victoire du candidat de droite, les accusations d'ingérence ne devraient pas manquer. Ce soir, un zoom immédiat et une chronique de l'avocat Gilbert Collard sur la chaîne YouTube format court de TVL. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain.